Bien, sans plus tarder, je vous souhaite une fois encore bienvenue à cette nouvelle publication de notre revue sur les migrations forcées qui s'intitule Route dangereuse, répondre aux besoins des migrants et des réfugiés. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je tiens à préciser que ce service est disponible et pour y accéder, vous pouvez cliquer sur le bouton plus ou alors sur le globe au bas de votre écran. Ainsi, vous pourrez choisir la langue de votre préférence, l'arabe, l'espagnol ou le français. Nous essaierons de parler à vitesse modérée afin de faciliter le travail des interprètes. Nous les remercions pour les services qu'ils nous offrent aujourd'hui. Nous allons écouter des auteurs et des autrices formidables. Je voudrais d'abord commencer par remercier l'équipe qui a participé à la rédaction de cette revue. Je n'oublie pas les traducteurs, les traductrices, les donateurs, les consultants. En particulier, nous aimerions remercier nos donateurs que je vais citer, le ministère des Affaires étrangères danois, le département des Affaires étrangères de la Suisse, l'OIM, le HCR. Sans leur soutien financier, nous ne serions pas en mesure de produire ces rapports. Nous avons, pour l'occasion, invité Jana Roslinsberger, qui travaille au sein du département des Affaires étrangères suisse. Elle occupe différents postes, elle se charge de différentes tâches, en l'occurrence la protection des migrants et des réfugiés. Merci, Yana, de nous honorer de votre présence. Je vous passe la parole pour le mot d'ouverture. Merci, Alice. Je sais que mon nom n'est pas facile à prononcer. Merci pour vos efforts, chers amis. C'est un plaisir pour moi de prononcer ce discours d'ouverture. Nous avons contribué à la production de de cette 74e revue Route dangereuse, sauver des vies et répondre aux besoins des migrants. Dans ce rapport, dans cette revue, nous exposons des questions épineuses et urgentes. Et c'est la raison pour laquelle nous souhaitons remercier les auteurs qui ont contribué à l'élaboration de cette revue et de ce numéro. Le projet de l'OIM qui soutient les migrants et les réfugiés disparus. Un nombre important de ces personnes migrantes disparaît chaque année. Derrière ces chiffres, il y a des hommes, des femmes, des filles, des garçons qui ont des rêves, qui ont des proches. Nous souhaitons proposer des solutions qui permettront aux familles de ces migrants et réfugiés d'obtenir des réponses. Pour ce faire, nous comptons sur les services de recherche, les organisations de la société civile, les familles des disparus, les gouvernements et les décideurs. J'ai eu le plaisir de co-rédiger un article sur le renforcement des relations interétatiques pour secourir les migrants et les réfugiés. Je n'étais pas seule dans ce travail, j'ai travaillé aux côtés de Ndoumbe Sako, entre autres. Dans cet article, nous soulignons l'importance du rôle que peuvent jouer les gouvernements dans les recherches et le secours des réfugiés. Il faut aussi que les pays de transit, les pays de destination et les pays d'origine soient impliqués dans cette tâche. Nous avons également proposé la création d'un réseau qui regroupe des points focaux
pour les disparus, pour les migrants, les réfugiés disparus. Nous comptons des participants qui viennent de plus de 25 pays du Nord et du Sud. Ce réseau continuera de s'étendre. Nous aurons l'occasion de présenter le rôle de ce réseau tout à l'heure. Doumbé Sako se chargera de cette présentation. Pour conclure, je voudrais préciser que parmi ces personnes qui disparaissent tous les jours sur les routes migratoires, le gouvernement suisse pense qu'il est temps pour nous de défendre les valeurs humaines et de défense des droits de l'homme. Je vous souhaite d'avoir des débats fructueux. J'espère que nous trouverons des solutions pour prévenir les disparitions des réfugiés, des migrants et pour répondre aux besoins de leurs familles. Merci encore une fois et j'ai hâte d'écouter les débats. Merci Jana, le soutien de votre département compte énormément pour nous. Je continue mes remerciements. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce projet. Merci pour votre expertise, pour votre temps. Nous avons pu travailler avec 55 auteurs. Merci pour le temps que vous avez investi, pour l'expérience que vous avez partagée avec nous. Je vous remercie également pour les politiques éclairées que vous avez inclus dans ce numéro. Je vais présenter très rapidement ce 75e numéro. Nous avons un site internet disponible en plusieurs langues, anglais, français, espagnol ou arabe. Juste là. Je vais rester sur la version anglaise, étant donné que nous faisons cette présentation en anglais. Juste en bas, si vous cliquez sur ce bouton, vous pourrez télécharger ce numéro. Vous pourrez également le feuilleter en ligne, comme ceci. À l'intérieur, vous avez une table des matières. Nous avons produit 25 articles, tous plus intéressants les uns que les autres. Bien sûr que j'ai une préférence sur les articles que j'ai moi-même rédigés, mais je dois préciser que c'est la première fois que nous avons un numéro contenant autant d'articles. Il y a eu beaucoup de propositions et le choix des articles à publier n'a pas été facile. Nous avons mis l'accent sur les questions régionales et sur le parcours professionnel de chacun des auteurs pour avoir ces articles si riches. Je vous conseille de lire les articles qui vous intéressent, mais bien sûr, si vous avez le temps, lisez-en d'autres. Vous pouvez également lire ces articles de façon séparée. Vous pourrez les partager avec vos collègues et d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Nous avons sur ce site internet de précédents numéros que vous pourrez consulter. Vous avez sur mon écran d'autres numéros du RMF, de la RMS de la revue. Voilà pour ce qui est de la petite présentation de notre revue, de notre nouveau numéro. Je vais m'arrêter là et passer directement à notre discussion, notre petite table ronde. Yana, merci de couper votre vidéo. Je vais maintenant me tourner vers Sanjula Wirasinge, qui est coordonnatrice générale des questions de migration et des déplacements au sein de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le FIRC. Elle nous a énormément soutenus dans la rédaction de notre avant-propos. Merci pour votre aide, Sanjula. Je vais donc lui passer la parole, qui est Sanjula, nous vous écoutons. Merci Alice. Bonjour à tous, bonjour chers collègues.
Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Je vois que nous sommes très nombreux, 153 participants. Je pense que c'est le taux de participation le plus élevé depuis que nous organisons ce type de réunion. Vous assistez sûrement à cette réunion parce que vous y avez contribué d'une manière ou d'une autre, ou vous êtes intéressé par les articles de ce nouveau numéro. La question des les déplacements dangereux, des itinéraires dangereux vous tient également à cœur. Nous parlons ici des cas de disparition des réfugiés, de l'angoisse de leurs familles qui attendent des réponses. Nous parlons ici des risques auxquels sont exposés les migrants et les réfugiés et leurs besoins. C'est la raison pour laquelle ce nouveau numéro est aussi nécessaire et important. Nous ne parlons pas seulement des défis rencontrés par les migrants et les réfugiés. Nous parlons aussi du travail et des efforts fournis par les décideurs, les praticiens, les militants, les chercheurs à travers le monde. Nous parlons ici des efforts sans relâche consentis par toutes ces parties prenantes, sans oublier le travail qui reste à faire. Nous souhaitons réduire les cas de disparition et de décès des migrants et des réfugiés qui empruntent ces routes migratoires. Nous souhaitons aussi réduire l'impact de ces disparitions sur leur famille, leur communauté et leur pays. C'est un honneur pour moi de modérer cette discussion. Je représente ici l'équipe de la AMF et de toutes les personnes qu'Alice a remerciées. Je représente aussi nos collègues du HCR, de l'OIM, par exemple Laurent, Samuel Bautruche, entre autres. Ces 2 dernières années, nous avons participé à l'élaboration de recommandations soumises au secrétaire général des Nations Unies pour renforcer les coopérations et les efforts de recherche des migrants et des personnes disparues. Ces recommandations ont été présentées en décembre dernier. Elles sont le fruit de l'expérience et de l'expertise des États membres, d'organisations et d'autres parties prenantes. Je suppose que certains d'entre vous qui avez participé à ce processus assistent actuellement à cette réunion. La deuxième recommandation revient sur l'importance du cadre multilatéral, en l'occurrence la complémentarité entre le pacte mondial sur les migrations et le pacte mondial sur les réfugiés. Je parle de cette complémentarité pour la simple et bonne raison que sans collaboration, nous ne serons pas en mesure de produire le numéro que vous allez lire aujourd'hui. Les efforts de nos collègues sont sont un bon exemple de ce que nous souhaitons accomplir. Dans un seul numéro, nous avons pu rassembler 25 articles et je pense qu'ils représentent ce que nous souhaitons voir se réaliser dans 2, 3 ans. Et nous serons en mesure de faire une rétrospective sur tout ce qui aura été accompli. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par 4 auteurs d'articles de ce numéro qui vont nous présenter, qui vont nous parler de leur perspective et de leurs articles. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Malvika Verma qui travaille au sein de Médecins sans frontières. Elle s'intéresse aux questions de migration forcée, d'aide humanitaire dans les contextes d'urgence. Nous serons également accompagnés très bientôt de Doumbé Sakou, chargé des questions de la diaspora au sein du ministère des Affaires étrangères gambien.
Elle a d'abord commencé à travailler au sein du ministère des Affaires sociales de son pays, où elle était chargée des questions de risque. Nous serons également accompagnés de Gang Fu Delvis, qui est issu de la minorité anglophone du Cameroun. Il est étudiant à l'université d'Oxford et il a longtemps travaillé avec les communautés de déplacés issus du Cameroun, vivant au Nigeria et dans d'autres pays. Nous aurons également le plaisir d'écouter Monsieur Ralph Mamia, qui est à la tête d'une organisation dénommée la Foundation for Humanitarian Action at Sea. Il se concentre sur les opérations de secours en mer. Je vais commencer par vous, Ralph. Merci. Et pour les autres, n'hésitez pas également à allumer vos caméras. L'une de nos invitées a quelques soucis de connexion, mais je pense qu'elle sera bientôt avec nous. Non, je vais plutôt commencer par Malvika. Dans votre article, vous avez énormément parlé des besoins des migrants qui traversent le Sahel. En 2, 3 minutes, pouvez-vous nous parler de la question de la recherche et et du secours des migrants dans ce contexte? Merci Sanjula, merci de m'avoir invité. Puisque nous n'avons pas énormément beaucoup de temps, je vais présenter très brièvement cet article que j'ai rédigé. Nous avons mené des opérations pour le compte de Médecins sans frontières dans la région d'Agadez et dans la région du Sahel plus largement. Le Niger représente un point de départ très important de la région et du pays, puisqu'il se trouve au carrefour de plusieurs routes migratoires de la région. Agadez accueille différentes, différents migrants qui sont en transit, qui viennent d'autres pays d'Afrique de l'Ouest euh, et qui vont vers l'Europe et qui vont traverser la mer Méditerranéenne. Il y a également des migrants qui ont été expulsés d'Algérie et de la Libye. L'article revient sur le fait que les migrants expulsés de Libye et d'Algérie peuvent se perdre, peuvent être obligés d'emprunter des routes dangereuses parce qu'ils ont été expulsés, ils ont été jetés en plein milieu du désert et n'ont pas accès à de la nourriture ou à de l'eau. Ils vivent donc dans des situations très précaires, dans un environnement hostile. Ils sont exposés à l'exploitation, la violence. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'interventions rapides et essentielles. Nous revenons aussi sur le cycle de la recherche et du secours. Nous parlons ici de la mobilisation des intervenants. Et tout cela n'est possible que grâce à la réaction des autorités, qu'il s'agisse des autorités de police, de sécurité, des autorités politiques et d'autres parties prenantes. Malheureusement, leur réaction n'est pas toujours aussi rapide. Il faut, bien sûr, par exemple, travailler ou en tout cas établir des collaborations entre le gouvernement nigérien et le gouvernement italien. Nous terminons cet article sur 3 recommandations et j'espère que vous aurez la possibilité de les lire. Mon temps est écoulé, je vais donc m'arrêter là. Merci, Malika. Je sais que nous n'avons pas énormément de temps, mais je vais quand même te poser une toute petite question dans ton article. On met l'accent sur la coordination rapide. Est-ce que
Vous aimeriez revenir sur la façon dont cette coordination rapide peut être mise en pratique et dans quel contexte, quel cadre propice peut faciliter une telle intervention. Et je dirais qu'il existe plusieurs manières, plusieurs solutions pour obtenir ce résultat. Je vais m'appuyer sur deux exemples dans le cas d'Agadez. Il faut d'abord avoir des processus de partage des informations transparents entre les acteurs étatiques et les organisations de la société civile et d'aide aux migrants. Et dans le cas du Niger, par exemple, nous avons une ligne d'aide et nous savons que l'État nigérien ne criminalise pas la migration, contrairement à d'autres pays européens qui criminalisent l'immigration. Nous avons donc un numéro qui peut être utilisé par les communautés locales, les migrants, les forces de l'ordre, qui informent MSF et d'autres acteurs, qui alertent MSF sur la situation de ces migrants euh, expulsés dans le désert. Autre solution, comme je l'ai dit, créer une communauté solide qui ne criminalise pas l'aide apportée aux réfugiés et aux migrants. Nous avons besoin de carburant, nous avons besoin d'eau, de nourriture qui seront apportées à ces migrants coincés dans le désert. Merci. Nous voyons effectivement que c'est très important de travailler avec les gouvernements, avec les organisations comme MSF, avec d'autres parties prenantes. Il ne faut pas criminaliser euh, ce que font ces migrants et ces réfugiés. Avant de poursuivre, je tiens à rappeler que vous pouvez envoyer vos questions dans la section EQ et R. Nous avons réservé quelques minutes à cet effet. Nous allons rester en Afrique et aller dans une autre région, Gang, en 2 minutes, 2 minutes et demie. Est-ce que vous pourriez nous présenter la quintessence de votre article qui porte sur les difficultés rencontrées par les migrantes camerounaises dans la région, dans le continent américain? Votre microphone est coupé. Pro. Est-ce que vous arrivez à ouvrir votre microphone? Regardez à votre gauche. Vous devriez voir un microphone. Génial. Merci de m'avoir posé cette question, Sanjula, et je m'excuse pour ce petit souci technique. Merci de m'avoir invité à cet événement. Je tiens également à remercier l'équipe de la revue Migration Forcée. Merci de m'avoir invité et de m'avoir donné l'occasion de présenter mon travail. J'ai décidé de me concentrer sur l'histoire de femmes qui viennent d'une partie du monde où se joue actuellement l'une des crises les plus négligées au monde. Dans mon travail, je voulais présenter l'expérience des Camerounaises qui empruntent des routes extrêmement dangereuses, qui quittent le Cameroun pour aller pour aller en Amérique, puis aux États-Unis. Je souhaitais présenter les risques
auxquels sont exposées ces femmes tout au long de leur parcours migratoire. C'était aussi une façon pour moi de proposer, de présenter le soutien, le manque de soutien de la part des communautés locales. Mieux encore, je voulais proposer des solutions, proposer les solutions que ces femmes adoptent pour surmonter ces difficultés. Donc, je parle principalement des migrantes camerounaises, des familles de disparus. Je voulais également parler des agences qui facilitent le déplacement de ces femmes. Les Camerounaises migrantes sont exposées à des risques interconnectés qui proviennent des activités de groupes criminels, de politiques gouvernementales qui criminalisent leurs déplacements. La plupart de ces migrantes se déplacent à pied pendant des mois, par exemple pendant 2 mois. Et ces efforts physiques ont également un coût mental, qu'elles se déplacent en marchant ou dans les camions utilisés par les trafiquants. Ces femmes tombaient toujours sur des narcotrafiquants, sur des voleurs qui les dépouillaient de leurs biens, qui les agressaient physiquement et sexuellement. Voilà pour les difficultés rencontrées par ces femmes. Et ces violences ne se limitaient pas, n'étaient pas seulement perpétrées par les narcotrafiquants ou les bandits de grand chemin. Certains, Certaines forces de sécurité, surtout dans le sud du Mexique, étaient également responsables de ces violences. En dépit de toutes ces difficultés, ces femmes ont fait preuve de résilience. Elles sont solidaires, elles comptent la- sur l'aide communautaire. Euh, J'aimerais en profiter pour vous demander quelles... Pour relever l'importance des stratégies de protection à l'endroit des femmes, et donc cela nécessite un soutien mutuel. Quand je parle des femmes, je veux dire qu'il y a la possibilité de se rapprocher les unes des autres et en fait de fournir ou de rechercher d'autres femmes ou de fournir des soins à celles qui voyagent avec des enfants au cas où l'une des femmes tombe malade ou l'autre pourrait jouer ce rôle de protection. Et tout au long du chemin, il y a d'autres femmes qui ont d'autres compétences. Une des femmes était infirmière quand elle a quitté le Cameroun et elle fournissait la plupart de soutien médical à ces femmes. Et cette forme de soutien mutuel crée une sorte de stratégie de sécurité pour les femmes tout au long de leur parcours. Merci beaucoup. Euh, Nous saluons cette initiative. Nous avions entendu un peu parler des besoins et des risques en Afrique et aussi dans les Amériques. Peut-être que maintenant,
Nous allons passer à la Méditerranée, où on n'a pas vraiment d'acteurs. Ce serait vraiment bien d'avoir une opinion et de comprendre le potentiel qui est là-bas avec les acteurs privés et surtout le secteur des navires commerciaux. Donc, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps et je vais être bref. Oui, la migration maritime est de migration qu'on vit. Et je travaille au Pakistan avec un de nos directeurs qui travaille sur le sujet. Et ce qui a été décrit, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui entreprennent ce voyage périlleux, proviennent d'une partie de l'Afrique et de l'Amérique latine. Et vous savez, on estime à 300 000 personnes des migrants qui ont voyagé de l'Amérique latine en 2024. La plupart d'entre eux euh, n'ont pas pu faire le parcours, mais estimer le taux de mortalité est difficile. Je pense qu'on parle de 6 000 personnes et d'autres qui traversent l'océan en utilisant des navires de fortune. Et pendant le parcours, on a ces navires de fortune qui se brisent en pleine mer. Et il y a plusieurs autres navires et la plupart des routes maritimes principales dans le monde, de la Méditerranée vers les Caraïbes, sont et vers d'autres destinations. Juste pour vous donner un exemple, en 2023, 22 000 navires commerciaux ont traversé la zone et au cours de cette année, il y avait 216 appels de détresse qui ont été reçus par les navires commerciaux qui l'ont transféré aux équipes de sauvetage. Nous savons que les traversées sont entre juillet et septembre. Et pendant cette période, vous pouvez voir qu'il y a un appel de détresse chaque jour. Et c'est quelque chose que les navires considèrent comme un défi. Et entre autres, c'est vraiment un problème réel entre 2022 et 2024 dans la Méditerranée. Un millier, une personne de personnes ont été sauvées grâce au sauvetage. Donc, les acteurs commerciaux sont très importants dans ce domaine. L'idée, c'est de sensibiliser sur quelque chose d'important, quelque chose auquel on ne pense pas souvent dans les questions maritimes, mais les impliquer serait vraiment bénéfique. Merci beaucoup. Euh, Il faut comprendre qu'il y a d'autres acteurs auxquels on ne pense pas, à part les acteurs humanitaires, et normalement, il faut les impliquer. Et aujourd'hui, il faut réorganiser les différents sauvetages, si c'est légal ou s'il y a d'aspects juridiques à prendre en compte. C'est facile avec les personnes qui ont été sauvées. Et y a-t-il d'autres points à considérer? Oui, parlant de l'avant et d'après le sauvetage, c'est important car une chose, c'est d'essayer de développer une meilleure compréhension par rapport aux mesures incitatives liées à ce sauvetage. Je pense que l'industrie maritime est une industrie importante, un acteur important, et ce ne sont pas tous qui sont des acteurs humanitaires. Nous avons un consensus avec les capitaines de navires qui prennent des décisions capitales. Et une des choses qu'ils essaient de faire, c'est de voir ces mesures incitatives. Et certaines
sont dans le domaine opérationnel et logistique et parfois ils sont à 10 mètres nautiques et parfois ce sont des petits navires à la taille d'un bateau qui transportent des produits chimiques ou d'autres matériaux, toutes sortes de choses. Et il est important de comprendre la raison pour laquelle ils ne veulent pas prendre les migrants. Ce sont des gens qui ont des buts commerciaux. Ils ne sont pas là pour sauver des gens. Et avec ces mesures incitatives, ils essaient de prendre cette décision. S'ils doivent sauver ou se rapporter ou signaler les appels, appels de détresse. Tout cela est important à prendre en compte dans leurs opérations. Merci. Je suis sûr que les gens ont des questions. Et, chers collègues, n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de dialogue. Et nous allons passer à notre dernier intervenant. Je l'ai mis là en dernier pour une raison, parce qu'elle va parler du rôle des acteurs étatiques et je vous passe la parole pour que vous puissiez parler de votre document. Et comme on l'a dit au départ, qui est très important, si vous pouvez prendre 2 à 3 minutes, relever le rôle important et le leadership que les États pourraient jouer dans sur ce problème. Votre micro est fermé. Merci beaucoup de m'avoir présenté. Je pense que, en général, nous avons plusieurs points à prendre en compte sur ces questions de migration en Afrique et d'autres parts de la Mauritanie. Et l'année 2023 a été une année très meurtrière. Et il y a un manque de cadre détaillé qui rend compliqué les réponses qui sont fournies. Le droit humain international doit prendre en compte des conventions liées aux disparitions. Désolé, nous n'entendons pas bien l'oratrice et nous devons faire des enquêtes pour remédier à ces problèmes. Dans le même temps, il faut aborder les différentes crises, non seulement parce que c'est essentiel, mais aussi parce que les États ont la capacité de coordonner, de faire des enquêtes et d'informer les familles. Et quand on en parle des migrants, il faut voir aussi les choses sur une base bilatérale et les acteurs étatiques jouent un rôle crucial pour s'assurer que tous les acteurs sont connectés. La Gambie est un cas important avec une population de départ très forte. Beaucoup de personnes prennent cette voie dangereuse vers l'Europe. Euh, il faut essayer de trouver des réponses euh, et renforcer les cadres nationaux pour s'assurer que le problème sera réglé à la racine. Et, bien entendu, impliquer d'autres acteurs en la matière. Peut-être que je pourrais revenir là-dessus et parler plus de la position des acteurs bilatéraux qui apportent un soutien pour aider les migrants. Et nous attendons à organiser une autre réunion en juillet. Et l'objectif, c'est de lancer le réseau de personnes, points focaux national pour les migrants disparus. Et il faut, pour communiquer, de bons acteurs, des intervenants qui pourraient se faire mieux comprendre et qui pourraient mieux expliquer le sujet. Ce réseau est un réseau très important qui nous permet de communiquer et partager des idées et renforcer les soutiens bilatéraux aux migrants. Ensemble avec la coopération suisse,
Nous allons essayer de voir comment capitaliser sur cette plateforme et adopter les meilleures pratiques. Probablement, la Gambie n'a pas un cadre bien développé. Et ce que nous faisons, c'est que nous nous basons sur la communauté de la diaspora et, et nous nous assurons que nous avons des réponses pour les familles. Le plus grand problème pour le moment, c'est d'essayer de combler le fossé entre les personnes disparues et les personnes non identifiées ou les corps non identifiés. C'est une contrainte importante pour nous. Il y a beaucoup de corps qui sont là et qui ne sont pas identifiés. Beaucoup de migrants sont en prison ou dans des centres de détention sans pour autant avoir la possibilité de communiquer, d'avoir accès à leur famille. Et beaucoup de familles demandent d'après leur bien-aimé et demandent des réponses. Et dans notre réseau, nous allons essayer de travailler à ce que les personnes disparues ou non identifiées puissent être repérées. Donc, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci beaucoup pour cette intervention et cette explication des points focaux nationaux. Nous savons que les gens viennent de diverses régions ici et bien entendu, le processus va permettre de lancer ce réseau. J'imagine que les autres régions voudraient vraiment apprendre de vous parce que vous êtes déjà là-dessus et nous pouvons comprendre quels sont les rôles clés et les responsabilités de chacun de ces points focaux au niveau national qui devraient peut-être aider les autres régions à profiter ou capitaliser sur l'exemple de votre région. Ce serait bien si vous nous donnez plus d'informations sur le sujet. Merci. Est-ce que je peux continuer? D'accord. Je pense que l'importance de ce réseau, c'est de fournir une plateforme pour partager des idées et partager les bonnes pratiques parce que les migrants disparus, quelque part du monde, représente un phénomène assez nouveau. Nous avons beaucoup de disparitions forcées qui se passent et souvent nous faisons usage des poursuites pour des disparitions forcées dans le cadre de la Gambie. Actuellement, ce que nous voyons, c'est l'impact humanitaire. Il s'agit du trafic des migrants, de la contrebande des migrants et des personnes qui se déplacent sans papier. C'est un domaine assez compliqué. C'est difficile pour un seul pays, pour une institution, de traiter de cela. Vous avez besoin de coordonner tout cela avec les différents acteurs et bien entendu s'assurer que de prendre en compte les acteurs non étatiques qui sont très importants. Et le premier point de contact, ce sont les acteurs parce qu'ils essayent de leur mieux pour éviter les problèmes parce que ce sont des migrants qui n'ont pas de papier parfois, ce sont des migrants qui n'ont rien. Et le premier point de contact, ce sont les leaders communautaires, les acteurs non étatiques et peut-être le secteur privé. Et ce qui est important dans ce réseau, c'est de rassembler tous ces acteurs sous une seule coupole, ce qui permettrait de partager les meilleures pratiques et permettre aux pays d'apprendre les uns des autres et aussi voir comment nous pouvons soutenir les familles. Et tout cela est important. Nous permettrait de travailler à soutenir les familles de migrants disparus. Merci beaucoup. Je peux déjà voir des questions qui commencent par être posées dans la boîte de dialogue. Il ne nous reste que 12 minutes avant la fin du webinaire. Et ce que je vais faire, c'est de vous poser deux questions que je vais poser à chacun des panélistes. Puis, nous allons remettre la parole à Alice dans 7 ou 8 minutes. En tout cas, je peux commencer avec vous. Une des questions récurrentes, c'est que dans votre contexte, dans la situation dont vous parlez au Niger en particulier, dans la région du Sahara, au Sahel, que pensez-vous? Quelles sont les barrières à sauver les vies et à aider les migrants disparus?
Et quelles sont les deux ou trois choses que vous pensez qui pourraient changer ou quelles seraient les actions qui pourraient être entreprises? Merci beaucoup. Je pense que l'une des barrières principales, c'est la géographie elle-même. C'est la- le fait que le désert soit vaste. Et il y a aussi à certains niveaux des politiques juridiques et des cadres juridiques qui obstruent ou qui poussent les migrants vers les routes clandestines et ensuite vers ces routes douteuses. Et à part cela, juste l'environnement rend les choses difficiles d'un point à un autre. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour faciliter les choses? Je pense qu'il faut changer certaines pratiques restrictives qui créent des obstacles pour l'action civile qui pourrait être menée soit par la communauté elle-même, car elles connaissent mieux la géographie et le paysage, et peut-être les acteurs étatiques parce qu'ils sont là. Et au cas où il y a sauvetage, ou au cas où il y a par exemple une situation qui découle des migrants en détresse, je pense que les efforts ne doivent pas s'arrêter, mais doivent aller plutôt au-delà de ce qui est déjà fait. Oui, c'est très pratique et ça aide beaucoup. Merci beaucoup. Je peux vous poser la même question dans votre contexte par rapport aux femmes camerounaises qui transitent. Quelles sont les barrières si vous voulez voir le changement que vous espérez à l'avenir? Vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Merci beaucoup pour cette question. Je pense que la barrière la plus importante actuellement, c'est le contexte politique au niveau des États-Unis et le type de pression que le régime Trump est en train d'exercer sur les pays en Amérique latine. Pour cette raison, je pense que la plupart de ces femmes qui voyagent vers les États-Unis sont bloquées, surtout dans les pays dans l'Amérique latine, soit au Nicaragua, au Panama ou au Mexique. Et je pense que ce qui pourrait être fait, c'est que ces pays doivent fournir certains mécanismes de protection pour ces femmes et leur fournir, je pense, une sorte d'assistance humanitaire ou un passage humanitaire pour qu'elles puissent arriver dans une zone sécurisée. Et c'est ça ma recommandation. Très bien. Voilà, vous avez la parole. Ralph. Bien entendu, c'est une question importante. Quand on pense aux sauvetage, je pense que beaucoup de ce que nous essayons de faire comme travail, c'est de structurer les dialogues qui aident à aboutir tout en utilisant les navires commerciaux. C'est une solution, c'est un intérêt qui va dans notre compte et ça prend en compte l'aspect sécurité aussi. Et sur la base des enquêtes que nous avons faites, nous voyons qu'il y a une très forte volonté. Donc, s'il y a un navire en détresse, il peut être sauvé. Et bien entendu, cela pourrait s'appliquer aux navires des migrants. Et aussi, il y a des facteurs politiques. Et rassembler ces groupes et identifier les problèmes et avoir des accords serait intéressant pour pouvoir nous aider dans le type de travail que nous faisons. Merci, Ralph. Njombe, vous avez la parole pour euh, répondre à la même question. Merci beaucoup, Sonia. Je pense que ce que les autres ont dit est important. Ce qui est aussi intéressant, c'est de connecter tout le monde et donner la chance aux sans-voix pour qu'elles puissent parler d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Les acteurs ont un rôle clé à jouer. Le secteur privé et les acteurs non étatiques sont importants. Il faut également définir
le cadre juridique et clarifier le mandat, y compris l'aspect coordination au niveau étatique, impliquer tous ces acteurs, travailler ensemble de manière coordonnée. Si, il faut prendre en compte l'engagement bilatéral dans ce domaine. La meilleure manière d'y parvenir, c'est le dialogue, parce que ces migrants vont au-delà de disparitions forcées et de pertes. Et dans la plupart des cas, la plupart des personnes sont face à la contrebande. Et, et ce qu'il y a, c'est qu'il y a un manque de papier dans la plupart des cas, ce qui, ce qu'on remarque chez la plupart des migrants. Et il faut que nous améliorions les structures existantes et donner des informations aux migrants en déplacement tout au long de leur parcours. Et il faut, pour qu'ils ne retrouvent pas dans la prostitution, dans la persécution, il faut tout faire pour que les gens n'aient pas peur de connecter à leur famille. Merci, Jean-Vé, et merci à tous les panélistes. Par rapport à certains défis dont nous avions entendu parler, nous avons la géographie, le cadre politique, l'environnement, le manque de ressources. Et aussi, nous avons écouté une série de recommandations pratiques par rapport à la structuration du dialogue, l'engagement bilatéral et aussi l'importance du cadre juridique et politique, la création d'un environnement favorable pour des actions pratiques. Nous avons l'implication des États et des communautés et pour le renforcement des connaissances et aussi nous devons développer plus de mesures protectives et des opportunités pour des passages sûrs. Merci beaucoup. Je pense que nous avons appris beaucoup, mais j'ai vraiment apprécié cette discussion qui nous donne plus d'informations. Je reparle la parole à Alice pour vous remercier tous et toutes. Et Alex, si vous me permettez, ce serait bien d'organiser une autre série de cette réunion pour apprendre davantage sur ces différentes questions. Merci beaucoup, Alex. Alice, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Maintenant, nous avons 140 personnes qui sont restées jusqu'à la fin et je vous invite tous de partager cette édition avec quelqu'un, juste une personne que vous pensez qui pourrait profiter de ce contenu parce que, en fait, il s'agit d'un mouvement de personnes. Et si vous êtes resté assez longtemps, c'est parce que vous êtes passionné par ce qui est en train d'être discuté. Et vous avez là certains acteurs clés dans cet espace qui sont là. Et je me sens très privilégié d'être là avec vous tous et qui fait un travail crédible dans ce domaine. Il ne faut pas juste garder cela entre nous, partager cela avec les gens. Vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, lors des conférences, imprimer et partager. Vous, vous, vous pouvez partager cela à quelqu'un d'important qui pourrait aider au changement ou quelqu'un qui voudrait commencer ce parcours et comprendre comment il pourrait agir. Nous partagerons l'enregistrement si vous souhaitez recevoir l'enregistrement. Vous allez le recevoir après l'événement ou vous pouvez le voir sur notre site web, sur YouTube. Nous sommes basés à l'Université d'Oxford et nous serons heureux de partager cela. Il y a d'autres choses très intéressantes que nous pouvons partager avec vous. Et par rapport à ce qui Euh, à la suite, nous allons réviser les propositions sur le sujet prochain qui est le changement climatique et les choix pour les personnes déplacées. Et nous allons nous concentrer sur eux dans le contexte du changement climatique. Quel est le choix en les personnes déplacées? C'est un sujet très fascinant. Nous avons un grand nombre de propositions, mais nous reviendrons vers vous. Soyez à l'écoute. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont là dans la boîte de dialogue. Nous n'allons pas vous envoyer trop de courriels pour inonder vos boîtes mail. Et
trouver juste dans tout cela l'opportunité de devenir des auteurs eux-mêmes. Encouragez les gens dans vos réseaux d'envoyer des propositions sur le FMR et nous aimerions vraiment inviter de nouvelles personnes avec de nouvelles expériences sur les questions du déplacement. Si vous pouvez nous aider à élargir ce réseau, ce serait vraiment bien. Merci à ce tour-là, merci aux autres, à tout le monde, et merci au public d'avoir été là, d'avoir participé à cet événement. C'était un sujet très important et merci pour le soutien. Au revoir à tous.